Bonjour et bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins, puisque voilà, on a changé de nom. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Geoffrey. Salut Bonjour. Romain. Salut Romain, salut Geoffrey. J'ai lu ton mail. Alors, le format reste le même, c'est juste le nom qui a changé pour qu'on soit un peu plus raccord avec ce qu'on fait finalement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Geoffrey qui va nous parler. De quoi vas-tu nous parler, Geoffrey ? Je vais vous parler d'un bouquin que je viens de terminer qui s'appelle So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Tellement bon qu'on ne peut pas nous ignorer. Exactement. Eh ben vas-y, floor is yours. Yeah. et sois bon parce que sinon on t'ignore pendant toute la chronique. Je vais faire de mon mieux quand on met un titre comme ça. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est qu'après... Ouais. Aussitôt pour celui qui a écrit le livre que pour celui qui en parle dans votre podcast préféré, bien évidemment. Au moins autant. Voilà. Donc, sur cette petite note de no pressure, je vais vous parler donc de So Good They Can't Ignore You parce que c'est un bouquin qui m'a énormément plu. Alors, petite intro sur l'auteur, Cal Newport. On avait déjà parlé de Cal Newport. Ah oui, on connaît bien Cal. Exactement, qu'il avait écrit, qui s'appelle Deep Work, que j'aime beaucoup. Et dans ce livre de Deep Work, il dit que la compétence qui se perd le plus, c'est la capacité de concentration, de produire de la valeur ajoutée. Voilà, parce qu'on est tout le temps dérangé, etc. Mais ça, il faut voir l'autre podcast qui parle de ce sujet-là. Aujourd'hui, on est là pour parler de son livre So Good They Can't Ignore You. Alors, on est d'accord, le bouquin n'est pas traduit. Oui. C'est une bonne question. En toute honnêteté, j'ai pas été vérifié. Moi, je l'ai lu en anglais, mais je sais pas s'il a été traduit ou pas. On pourra mettre ça dans les notes de l'épisode avec grand plaisir. Donc, Dr. Calvin Newport, qui est né donc en 1982, c'est un petit jeune. Il est professeur à Georgetown University en computer science, donc en informatique. Et il a toujours eu un blog, il a toujours eu différentes choses pour trouver des hacks pour travailler de manière plus efficace, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'il aime faire, avoir plus de temps, etc., etc. Donc, il va bien dans notre thématique de productif et serein. Notre ami Cal, il écrit ce livre, donc ça vient avant le livre Deep Work. Il écrit celui-là, So Good They Can't Ignore You, quand il se pose la question à la fin de ses études de se dire mais maintenant c'est super, j'ai plein d'études, il va falloir que je rentre dans la vie active, que je trouve un boulot, en l'occurrence idéalement un boulot de prof, puisque c'est ce qu'il cherchait. Mais comment faire pour être sûr que je vais avoir une carrière qui m'épanouit, qui me plaît, qui correspond à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'aime, etc. Et donc, il se met à faire des recherches sur le sujet, parce que c'est un jeune homme qui aime beaucoup faire des recherches, des tonnes de recherches. Il est vraiment à fond là-dedans. Et quand il prend un sujet, il le fait pas à moitié, on va dire. Donc, il se lance dans comment faire pour trouver le job qu'on aime. Qu'est-ce qui nous amène à une carrière qu'on apprécie, qu'on aime. Donc c'est un peu dans ce sens-là déjà que le titre est déroutant parce que So Good They Can't Ignore You, on imagine tellement bon qu'on ne peut pas être ignoré. On imagine que c'est plutôt en rapport, en tout cas moi j'imaginais que c'était plutôt en rapport avec la qualité du travail ou avec comment s'y prendre pour travailler plus efficacement, ou etc. Clairement, oui. Se faire bien voir de son boss. Tout à fait. En fait, son bouquin, c'est comment trouver la carrière qui vous convient et le job qui vous plaît. Donc voilà, premier réajustement. Au-delà de cet écart entre le titre et le livre en lui-même, je trouve que ce bouquin est génial parce que moi, ce qui m'en a parlé, pour moi, c'est un peu la clé de voûte qui manquait entre deux approches différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir une première approche où beaucoup de gens disent, il faut que tu trouves ta passion, il faut que tu suives ta passion, et il faut que tu bosses dans ce que t'aimes parce que le jour où tu trouveras un truc que t'aimes, tu bosseras plus jamais de ta vie. Parce que on compte pas les heures quand on aime ce qu'on fait, etc., etc. C'est l'expérience productive, c'est ces choses-là. C'est la phrase. Et puis de l'autre côté, il y a, je me suis pas risqué à dire Confucius, mais j'ai pensé très moi j'y vais, moi j'aurais peur de rien. Mais oui, c'est quelque chose dans le genre. Confucius, Socrate, à mettre dans les notes également. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, lorsqu'on est censé travailler dans sa passion, on n'est pas censé travailler, on est censé en profiter, se faire plaisir, et ça se fait tout seul. Ok, soit.
Sauf que c'est pas tout à fait la réalité pour la plupart d'entre nous, en tout cas pas au début, et ça se passe pas tout simplement comme ça. Et il y a beaucoup de recommandations qui sont de l'ordre de tu bosses et tu bosses beaucoup et la suite tu verras comment ça se passe au fur et à mesure du boulot que tu fais. Et tu fermes ta bouche surtout pour pas te plaindre trop fort et ainsi de suite. Donc il y a vraiment des perspectives différentes sur la dimension de la carrière. Et là on a pour moi un titre qui fait le pont entre les deux. Et il donne ce pont en 4 règles, qui sont vraiment les 4 points clés du livre, et on va les dérouler dans cet ordre-là. Donc, première règle qu'il donne, et ça va pas faire plaisir à un certain nombre d'entre nous, parce que ça va dans le sens contraire de ce que je viens de dire, c'est l'hypothèse de la passion, elle est fausse. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que vous allez avoir une carrière et que vous allez vous épanouir dans votre boulot parce que vous faites ce qui vous passionne. Et je trouve qu'il démontre ça de manière très intelligente parce qu'il dit d'abord, quand on fait des études, on s'aperçoit qu'on est plein à ne pas avoir de passion, ou en tout cas de passion qui se traduisent en potentielle carrière. C'est toute l'histoire de ma scolarité, ça. Ben voilà. Vous êtes passionné par quoi? Je suis passionné par le voyage, je suis passionné par faire de la musique, je suis passionné par la peinture, je suis passionné par j'aime beaucoup la piscine ou on a tous des trucs qui nous intéressent, voire dont on est passionné, mais de là à en faire une profession, il y a quand même une marge. C'est-à-dire entre j'aime bien aller à la piscine et j'adore faire du water polo ou du rugby avec les copains ou autre chose, c'est un truc, et devenir professionnel de ces disciplines-là, c'est très, très, très différent. Et c'est pas parce qu'on aime le sport de loisir, voire on en est passionné, on regarde des matchs, on regarde tout ça, que finalement on a envie d'en vivre et d'en faire son job. Et si on demande vraiment, je crois que l'étude qui cite dans le livre, c'est de dire que sur 100 personnes, il y en a 96% dont soit qui n'ont pas de passion, soit dont la passion n'est pas applicable à une carrière professionnelle. Ce qui laisse 4% de personnes qui vont être épanouies dans leur job, c'est un peu limité. Voilà. Donc on n'a pas tous des passions. Et deuxièmement, le fait de suivre notre passion, ça garantit pas une carrière épanouie. On a tous entendu parler de différents cas où les gens ont quitté leur job en disant ouais, alors je suis banquier, je suis ceci, je suis expert comptable, je suis un codeur professionnel, développeur. Maintenant, je vais devenir prof de yoga. Parce que je suis passionné par le yoga, la personne change de job et s'aperçoit que ça lui rapporte pas ce qu'il voudrait, aussi bien en termes de revenus qu'en termes d'échanges avec les gens, que de contacts, etc. Et finalement, le passage, le basculement, est pas aussi évident que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Ouais, donc, premier constat, vas-y. Oui, non, je suppose également que même si on fait quelque chose qui nous passionne, complètement par le yoga, il y a des parties de l'obligation professionnelle qui fait que on n'aime pas forcément tout. Je suppose qu'un prof de yoga, il doit quand même faire sa comptabilité, payer l'URSSAF et faire un truc pas si passionnant que ça. Ça serait trop facile. Absolument. Mais c'est ça. Trop facile. Et puis même si je reprends l'exemple du rugby, tu vas faire du rugby en tant que plaisir et regarder les matchs à la télé, ça n'a rien à voir avec se retrouver à 7h du matin, aller pousser de la fonte pour gagner en masse musculaire, quoi. Ouais. Pourtant, mais peut-être que les joueurs de l'actuelle équipe ont pris plutôt la première partie du programme. Cela dit en toute malveillance. Voilà. Lecteur de l'équipe, salut à vous. Donc, ce premier point cette première règle dit, suivez votre passion, c'est pas la solution, ça marche pas, et donc du coup il va se dire, ok, alors comment est-ce que je vais faire pour trouver un job qui me satisfasse, dans lequel je puisse m'épanouir, etc. Et pour ça, il va interviewer plein de monde qui disent qu'ils sont épanouis dans leur job, dans leur carrière. Et il leur pose la question, quel a été votre parcours et comment est-ce que vous en êtes arrivé à être passionné par ce que vous faites et à vous épanouir dans votre carrière. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. En fait, les personnes qui l'interviewent, en tout cas, le pattern qui fait émerger, le processus qui fait émerger, c'est le suivant. C'est d'abord les personnes qui sont épanouies dans leur job aujourd'hui, c'est les personnes qui ont été creusées dans les choses qui les intéressaient. Et comme c'était pas forcément des passions, c'était juste quelque chose, tiens, il y a ce sujet-là qui m'intéresse, je vais regarder ce que je peux faire là-dessus, je vais regarder ce que je peux contribuer et comment je peux bosser dans tel sujet, mais en partant d'un simple truc qui nous intéresse. Et s'il y a plusieurs trucs qui nous intéressent, on va explorer plusieurs trucs.
Donc, point numéro 1, j'explore quelque chose qui m'intéresse. Et comme ça m'intéresse, je vais creuser et je vais me donner les moyens d'être bon dans ce qui m'intéresse. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que je vais développer le craftsman. Le craftsman, c'est la mentalité de l'artisan. L'artisanat, c'est-à-dire le mec qui est finalement ce qu'il fait est pas tellement important. Ce qui compte plus que ce qu'il fait, c'est comment il le fait. C'est la manière dont il approche son sujet en fait. Et quand on est sur un sujet qui nous intéresse, même si on n'en est pas passionné, on va regarder tiens, ça c'était pas mal, ça c'était pas très réussi, comment est-ce que je peux faire ça autrement, etc., etc. Donc il n'y a pas de passion globale, mais il y a plein de centres d'intérêt, surtout quand on va explorer ce que pourraient être nos centres d'intérêt, c'est ça? Exactement. Donc on démarre sa carrière ou un moment où on a envie de se donner plus de chances d'aller vers une carrière qui nous intéresse, en explorant les différents centres d'intérêt que l'on a. Mais la manière de les explorer doit être une manière d'artisan. C'est-à-dire, je vais vraiment aller au bout du truc. Je vais faire un truc vraiment qualitatif. Je vais vraiment me donner les moyens. C'est pas je surfe, quoi. C'est le fait de devenir bon. On choisit un domaine qui nous intéresse, et à force de travailler, on devient bon, et finalement, c'est le fait de devenir bon qui fait qu'on va s'intéresser de plus en plus à ça? Exactement. Tout à fait. Donc, ça commence par un simple intérêt, puis je m'y intéresse de plus en plus, et puis je deviens de meilleur en meilleur, et puis je développe une mentalité d'artisan, et plus je développe cette mentalité d'artisan, plus ça m'intéresse, et c'est le cercle vertueux qui s'enclenche, en fait. Parce que lorsque j'ai développé, en fait, cette qualité et cette compétence sur ce sujet qui, au départ, n'était qu'un simple intérêt, et ben finalement, ce simple intérêt m'ouvre des portes. Et petit à petit, les gens voient que c'était peut-être qu'un intérêt, mais finalement il a fait ci, il a fait ça, il a publié un papier ou il a fait un autre sujet, ou etc. Et le fait de m'être vraiment impliqué, donc la manière dont je traite le sujet, pas le sujet en lui-même, mais la manière dont je traite le sujet, le fait de m'être vraiment impliqué sur ce sujet-là, va me faire rencontrer des gens, va m'ouvrir des portes, va me permettre d'accéder à l'étape suivante. Et à travers ces portes ouvertes, je vais pouvoir m'impliquer dans un autre sujet qui va découler du premier, qui va être dans la même veine, etc., mais qui m'intéresse encore plus. Et petit à petit, au fur et à mesure des opportunités que je vais me créer à travers cette méthode et cette approche d'artisan qui aime le travail bien fait et qualitatif, eh ben, je vais m'ouvrir de plus en plus de portes et je vais pouvoir aller de plus en plus vers quelque chose qui, au final, va devenir ma passion, potentiellement. Ou pas forcément une passion, mais en tout cas quelque chose qui me fulfill, qui m'épanouit. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est comment construire sa carrière. C'est je vais aller chercher les zones d'intérêt et je vais développer cette mentalité d'artisan. Et c'est ce qu'il appelle, je construis mon capital carrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis dans un job et que je m'implique, j'apprends des choses et toutes ces choses-là vont construire mon capital career capital. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Mais le capital de ma carrière. Voilà. Deuxième étape, je construis le capital de ma carrière à travers plusieurs expériences qui m'enrichissent et qui m'ouvrent des portes au fur et à mesure. Quand tu dis plusieurs expériences, c'est-à-dire plusieurs centres d'intérêt qui ont été développés, ou c'est quoi plusieurs expériences? Si jamais je choisis un domaine, je travaille à fond dedans, je deviens bon, je deviens un maître artisan, on va dire, enfin tout ce que tu veux. Du coup, je suis vachement intéressé, et ça constitue mon capital carrière. Ça constitue mon capital carrière. Si je bosse 2 ans, prenons l'informatique par exemple, puisque ce charmant auteur est informaticien, et ce qu'il explique, c'est que si pendant 2 ans je bosse sur un sujet spécifique dans l'informatique, je vais devenir très bon sur ce sujet. Et en étant très bon sur ce sujet, il y a des personnes qui vont me contacter, je vais échanger avec des gens, peut-être on va me demander de faire des conférences, peut-être qu'il va se passer des choses, peut-être que ça va forcément à un moment ou à un autre m'ouvrir des portes vers une prochaine étape, vers une next step. Ouais, donc il développe une expertise, quoi. Il développe une expertise, exactement. Et cette next step va me permettre de développer une nouvelle expertise autour du même sujet. D'accord. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est-à-dire que plus j'avance dans ma carrière, plus je développe des expertises autour de ce qui était au départ un simple intérêt. Mais plus je creuse, plus l'intérêt se transforme en épanouissement. Ah. C'est ça, parce que du coup je me posais la question, mais peut-être je te saborde ta chronique. Donc tu me dis pas du tout. Pas, bon. Vas-y, shoot. Non mais après je me disais, mais les slashers par exemple, parce qu'en ce moment on a un truc sur les slashers. Absolument. Ok, donc ça, tu as réponse à cela.
Il y a un élément qui s'appelle le contrôle, c'est la troisième étape. Et le slasher, pour moi, ça rentre dans ça. C'est-à-dire que le slasher, il a suffisamment de contrôle dans ce qu'il fait pour avoir la disponibilité pour faire 2 choses en même temps, ou 3 choses en même temps. Ça veut déjà dire que quelque part, il a une forme d'autonomie ou de disponibilité ou de contrôle de son environnement, de sa vie, pour lui donner cette flexibilité-là. Et ça, c'est la troisième règle de Cal Newport dans son bouquin. Il dit, au fur et à mesure où vous gagnez en expertise, où vous construisez votre capital carrière, voilà, et ben vous allez gagner en contrôle. Et par exemple, au lieu de prendre la promotion, on peut vous proposer dans une boîte, on a vu que tu t'es vachement impliqué dans tel sujet, on aimerait bien que tu sois responsable de telle chose, l'employé en question pourrait se poser la question de, au lieu de prendre la promotion, qui va être plus de responsabilité, plus de salaire, plus de trucs, qu'est-ce que je peux avoir à la place de l'ordre plus du contrôle? Peut-être que je peux négocier d'avoir 2 jours de télétravail au lieu de prendre la promotion, parce que je suis excellent dans mon domaine et que la boîte a besoin de moi pour avancer. Si je suis indépendant, au fur et à mesure où je développe mon expertise, je vais gagner en temps parce que je vais être plus efficace. Donc, je vais avoir plus de contrôle et plus de temps libre. Donc là, on rejoint sur la dimension des slashers. Un slasher qui est bon, voire très bon dans 2 domaines qui l'intéressent, il va également avoir cette flexibilité de temps. Un slasher, un slasher sachant slasher se retrouve avec plus de temps, quoi. Se retrouve, doit pouvoir se lâcher. Pas mal. Voilà. Donc, troisième étape, c'est au fur et à mesure où on développe cette expertise et ce capital carrière, on va gagner en contrôle. Et dans le domaine du contrôle, il y a des traps, il y a des pièges. Donc, si vous êtes à la poursuite, si vous voulez plus de contrôle dans votre vie, dans votre job, mais que vous n'avez pas le capital carrière qui va avec, vous allez vous casser la figure. Grosso modo, c'est je vais voir mon boss et je lui dis maintenant je veux bosser 3 jours, 4 jours de la maison, alors que j'ai pas la confiance, j'ai pas l'expertise, j'ai pas etc. Il va gentiment me dire moi je te propose de rester à la maison. T'as pas besoin de revenir lundi matin au bureau. Voilà, grosso modo, je vous le fais à l'américaine. Donc, avant d'essayer d'avoir plus de contrôle, construisez votre expertise et votre capital carrière. Et souvent, c'est une erreur, justement, des débutants qui veulent aller trop vite au contrôle avant d'avoir suffisamment de bagages. Piège numéro 2, c'est plus vous allez vous rendre indispensable, que ce soit dans auprès de vos clients ou que ce soit auprès de votre employeur, plus eux vont avoir de mal à vous donner de la liberté, parce qu'ils vont avoir besoin de vous. Donc, ça va demander énormément de courage et énormément de force de caractère d'aller négocier cette flexibilité et cette liberté. Et ça, c'est vraiment les 2 pièges clés du contrôle. Soit j'en demande trop par rapport à mon niveau d'expertise, soit j'ai un tel niveau d'expertise que le client ou l'employeur veut plus me lâcher et ça va être difficile de négocier dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est important. Pourquoi est-ce qu'il parle du contrôle? Parce que le contrôle, c'est un des points clés sur comment être épanoui dans son travail. Et comment être épanoui dans son travail, c'était très bien dit par notre ami Dan Pink dans le livre Drive. Il y avait voilà, la motivation. Merci Romain. Heureusement que tu es là pour faire le lien franco-anglais, parce que sinon je serais complètement perdu. Donc, dans le livre Drive, Motivation, notre ami Daniel Pink nous rappelle que la motivation et l'épanouissement au travail, c'est basé sur 3 éléments. Un, c'est l'autonomie, c'est-à-dire avoir le contrôle de ce que je fais. Deuxièmement, c'est le but. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais contribue à mes valeurs et contribue à ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de voir épanouir dans la vie. Et troisièmement, c'est que ça soit un job suffisamment challenging, mais pas trop. C'est-à-dire que on est dans la zone un petit peu à l'extérieur de sa zone de confort, mais on n'est pas complètement dans le truc où on est paniqué en mode je vais jamais réussir à faire ça, etc. Donc ça, c'est les 3 clés qui sont développées par Daniel Pink dans le bouquin Drive Motivation. Donc, et que autonomie, sens, et puis s'étirer, quoi. Ouais, c'est ça. S'étirer, mastery, développer encore une fois, on retombe sur le côté artisan, craftsman, recherche de l'excellence. Voilà.
Voilà. Et une fois qu'on a donc ce contrôle, on peut effectivement avancer. En ce qui concerne le prof, l'expert qui veut devenir prof de yoga, en fait, ce qu'il explique, c'est que imaginons un développeur professionnel qui veut devenir prof de yoga, il a peut-être construit un capital carrière en tant que développeur informatique, mais il a 0 capital carrière en tant que prof de yoga. Donc le fait de passer de l'un à l'autre de but en blanc, avec un stage de 1 mois de formation de yoga, il va avoir du mal à retomber sur ses pieds. Alors que peut-être il aurait pu, au lieu de faire de l'informatique, devenir prof d'informatique. Puis après prof d'informatique, il aurait pu équilibrer en faisant moitié prof d'informatique, moitié passionné de yoga, et y arriver au même job de prof de yoga, mais par une route plus sereine et plus riche en fait, plus étape par étape. Voilà. Donc, ça nous amène à la 4e et dernière des étapes, qui est trouver votre mission. Alors là, il me dit, mais tu te fous de moi, tu viens de me dire au début que la passion, c'était pas le truc et que... c'est presque ce que j'ai pensé. Ah tu vois. Il se fout de moi. Non. Il se fout de moi. Il se fiche de moi. Pardon, il se fiche de moi. Donc, en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, la mission, définir son projet sa mission professionnelle, son projet professionnel, ce qu'il explique, c'est qu'on peut pas la faire en mode je prends un tableau blanc et n'ayant jamais travaillé 1 heure de ma vie, je mets sur un joli tableau blanc ce que j'ai décidé qui serait le mieux pour ma mission professionnelle. Parce que c'est pas réaliste. Il faut définir une mission professionnelle qui soit en accord avec ce qui se passe dans la vraie vie du boulot, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, tu veux être blogueur, voyager dans le monde et partager l'écologie de la Terre avec les gens, etc. Super. Est-ce que tu vas réussir à te faire payer pour faire ça? C'est pas négligeable comme question. Voilà. Et il y en a quelques-uns qui s'y sont essayés et qui s'y sont ratés. Finalement, c'est pas que ça, en fait, être blogueur. Et c'est pas que ça, pouvoir vivre de sa passion dans ce sens-là. Donc, il dit, vous commencez à bosser, vous développez votre expertise, votre capital carrière, et après, vous mettez à affiner votre mission. Et votre mission professionnelle, elle vient petit à petit, mais au fur et à mesure des années d'expertise, et pas à 25 ans en mode, tiens, je vais faire ça, et je me lance et je fais que ça. Voilà. Parce que pourquoi c'est important de définir la mission? Parce que justement, la mission, elle va vous recentrer sur les 3 éléments de Daniel Pink, donc l'autonomie, le mastery et le but. Si on est dans un job qui ne nous satisfait pas, on pourra jamais développer notre mentalité d'artisan. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et la mission, elle va servir de garde-fou entre guillemets. Elle va permettre de trier les opportunités. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai développé mon capital carrière, mon expertise, etc., à ce moment-là, je vais trouver ma mission et en fonction de la mission que j'aurai définie, je vais pouvoir affiner les opportunités qui se présentent à moi et dire ça je prends parce que c'est aligné avec ma mission, ça je prends pas parce que ça m'écarte de ma mission. Voilà. Et donc voilà les 4 grandes lignes du bouquin que je recommande chaleureusement, comme vous pouvez certainement l'entendre dans ma voix et ma motivation, parce que je trouve que c'est un très bon pont entre oui, il faut être passionné par ce qu'on fait, oui, c'est important d'aimer ce qu'on fait, parce que je pense que c'est clair que si on n'aime pas ce qu'on fait, on va pas être bon. Mais à l'inverse, on peut pas du jour au lendemain dire je vais faire ceci et puis ça va aller et tout va bien se passer, et c'est un peu vivre au pays des bisounours et être un peu utopiste. Donc je trouve que c'est vraiment un livre qui fait le lien entre les deux. Voilà. Alors moi j'aime bien, si je peux me permettre, parce que d'abord j'aime bien tout ce qui est tout ce qui remet les pendules à l'heure. Enfin, toi qui est un peu concret quoi, en disant bon, c'est bien d'avoir des visions, c'est bien aussi d'avancer dans le concret. Donc j'aime bien ce côté-là de main dans le cambouis, d'artisanat. Ce que tu disais à la fin, ça me faisait penser aussi à un truc qu'on dit assez souvent. Pour le coup, je reviens un peu sur la méthode GTD. Tu sais, la différence entre la raison d'être et la vision. Oui, ouais, tout à fait. Et en fait, très souvent, par exemple, les gens qui ont une entreprise, qui lancent une entreprise, ils ont une vision. Ils voient ce qu'ils veulent faire, mais vraiment en termes de visualisation, ils veulent créer une communauté de gens qui travaillent sur un truc, etc. Mais ils n'ont pas forcément la raison d'être de l'entreprise qu'ils vont créer. Et c'est ok. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il leur dit, écoutez, enfin, j'allais dire Daniel Pink. Non, Cal. Non. Ce que Cal Newport dit là dans son bouquin, c'est
avant de commencer à parler raison d'être et grandes questions existentielles, prenez-vous un truc qui vous intéresse, bossez-le à fond, et vous allez voir qu'à un moment, vous serez tellement engagé dedans et tellement intéressé que ça peut se développer en passion, et là, éventuellement, vous allez trouver une raison d'être qui était peut-être là au départ, mais que vous allez affiner au fur et à mesure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la raison d'être, on l'a fait émerger à travers la sueur et le travail et les gens qu'on rencontre et tout ça. Et c'est pas juste, on l'invente parce qu'on s'est réveillé un matin en disant, en tout cas pour la plupart des 96% qui n'ont pas la passion pertinente pour la carrière. Ouais, mais moi j'ai toujours été méfiant sur la passion, parce que j'ai eu beaucoup de passion jeune. Mais j'aime bien l'idée de se dire, tu vois, quelqu'un qui voudrait être musicien aujourd'hui, par exemple, de lui dire, écoute, essaye pas forcément, même si c'est toujours sympa de se projeter dans des succès, de dire qu'on va faire Bercy, tout ce qu'on veut, mais plutôt de se dire, écoute, bosse tes gammes, fais ton truc, bosse ta composition, ton harmonie, ton machin, apprends le mode mineur, le mixolydien, le machin, travaille. Tu vois, fais ton truc et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas développer qui tu es toi-même musicalement, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Fais ce que doit, advienne que pourra. Oh, il me résume ça avec une sorte. Pourquoi on devrait faire un podcast de 2 minutes, juste la citation. Voilà, donc oui, moi j'ai trouvé ce bouquin très rafraîchissant. C'est c'est les pieds sur terre. Voilà, t'as très bien résumé, donc je ne peux pas en rajouter. Il y a un point, il y a deux, trois éléments vite fait. Déjà, il cite beaucoup d'autres livres et il cite beaucoup d'autres auteurs et d'autres titres. Et ça, je trouve que c'est toujours agréable parce que beaucoup des livres que l'on lit reprennent les concepts plus ou moins des uns des autres à leur manière, etc. Mais sans les citer. Là, Cal Newport, il a l'authenticité de citer où est-ce qu'il a trouvé tel concept, etc. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très honnête et c'est une attitude que j'aime bien. Ouais, il a une démarche de chercheur, quoi. Tout à fait, de scientifique. C'est-à-dire qu'il cite merci. Sources, voilà. Et il parle aussi de la deep practice, donc la pratique avec comment? J'appelle ça la pratique délibérée. Mais la pratique délibérée, c'est exactement ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Où il dit lorsque vous allez, il reparle des 10 000 heures, c'est ça. Voilà, de Outlier, Malcolm Gladwell, voilà, c'est 10 000 heures avec Outliers, etc. Il parle, moi, ça me fait penser à Talent Code. Bien évidemment, la pratique délibérée, c'est-à-dire que quand je m'entraîne à faire quelque chose, je m'entraîne d'une certaine manière pour pouvoir en avoir les bénéfices. C'est ça. Donc il remet tout ça et je trouve que c'est un bouquin qui résume bien et qui fait bien le lien entre tous ces sujets-là. Donc voilà, je me suis bien amusé à le lire et je vous le recommande chaleureusement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Geoffrey. Ouais. Les réactions, Jean-Philippe, ça t'évoque quelque chose. Je sens que ça t'évoque un peu. Non, j'ai écouté avec intérêt. En fait, je trouve intéressant cette chose et c'est ce que je retiendrai probablement, en tout cas de l'enregistrement, parce qu'après je vais réécouter le reste du propos, mais toute cette partie sur l'artisan. L'artisan, si on regarde, vous savez, c'est lui qu'on a pillé pour faire la révolution industrielle d'une certaine manière, puisqu'il savait, lui, fabriquer un objet de bout en bout. Mais c'est celui aussi qui a la possibilité, ou qui a la vision globale de ce qu'il est en train de fabriquer. En fait, c'est ça ce que ça veut dire un artisan, ou ce que ça voulait dire. Et en fait, je garde en tête qu'il y a une certaine globalité dans ce qu'on fait, que c'est chouette de pouvoir avoir la main sur ce qu'on fabrique du début à la fin. Voilà. Ça marche, c'est très beau de conclusion. On va conclure là-dessus. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, Productif et Serein, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère évidemment que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces, des clics, enfin tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à écrire des petites revues. Ça d'abord, ça nous fait plaisir, c'est toujours sympa de savoir qu'on est écouté. Et puis ça peut faire connaître à d'autres, ça peut nous permettre aussi de monter un peu dans les classements sur certains types de podcasts, tout ça. Donc enfin que du bénéfice pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Dans